Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Afin de commencer en bonne et due forme ce feu au lac numéro 5, je vous propose d'accueillir sous un applaudissement retentissant que nous allons faire grandir ensemble, Jacob. Mesdemoiselles, mes damoiseaux, mes demi-ciels, mes demi-ciels, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau chapitre du Feu au lac. Là, en didascalie, il y a marqué applaudissements normalement, si jamais vous... Après, normalement, on lit pas les didascalies, mais moi, je suis stand-upper, donc voilà, on s'en fout. Ce soir, nous sommes heureux et heureuses de vous inviter dans un voyage dans des récits divers à l'aide de stand-up, de poésie et de vulgarisation scientifique. Rêvons ensemble à un monde nouveau, à des possitopies, aux utopies possibles. Je suis Jacob, votre chef de bord. Et ça, c'est la petite voix qui est au bout du rouleau apparemment. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien, je suis pas très en forme. Bon, alors, excusez-moi, pardon. Pour celles et ceux qui nous connaissent, généralement, elle a un peu plus de peps. Là, ça va pas... Tu sais, tu peux tout me dire. À moi et à environ 200 personnes. Non, t'inquiète, ça va aller. T'es sûr? Mmh. Ok, donc on reprend. Oui, vas-y. Ok, super. Bon, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, le Feu au lac, c'est un croisement de paroles, de points de vue, d'angles de lecture, avec toujours une pointe d'humour. En somme, c'est un mélange entre rire et chanson et France Culture. Alors pourquoi? Parce que déjà, ça fait rire cul, et juste ça, c'est rigolo. Vous m'avez laissé tout seul là-dessus, pas de souci. Et parce qu'on pense que les deux se recoupent. Déjà, dans les deux cas, il s'agit de raconter des histoires. Le stand-up, c'est créer de l'empathie par des calembours. Vous avez un indice sur mon âge, j'ai bientôt 35 ans. C'est prendre un angle et dire « je parle depuis ici » pour créer un pont entre les humains. De l'autre côté, l'expertise, la science, c'est se pencher sur des problèmes humains, les sortir de la partie empathique et essayer de les expliquer au-delà de l'aspect premier émotionnel. Mis ensemble, juxtaposés, ces deux récits du monde se complètent et pour ça, on a créé ce plateau de stand-up, le Feu au lac, qui est en vérité mi-Jamy, mi-Jamel. Mais ça reste du stand-up, et pour faire du stand-up, il nous faut un public. Public, et tu l'as? Ok, très bien, super. Sachez qu'à titre personnel, je suis ravi, parce que comme je vous vois, la majorité du public est à gauche. Ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est aussi la majorité du public est à droite, enfin, pour vous. Enfin, c'est une question de point de vue. En fait, vous êtes à l'ombre, c'est ça qui s'est passé. Ok, très bien. Donc vous n'êtes pas forcément très situé politiquement. Bon, tant pis. Vous avez assisté à une journée complète sur l'économie sociale et solidaire. Je sais qui vous êtes. Est-ce que par applaudissement aujourd'hui, il y en a qui voient du stand-up pour la toute première fois? Waouh. Déjà, on a dit par applaudissement, il y a des gens qui lèvent la main, moi ça me déprime. Vous êtes deux. Comment tu t'appelles, madame? Bonjour. Oui, toi? On peut dire bonsoir, Élodie, s'il vous plaît? Bonsoir, Élodie. J'adore cette ambiance mi-alcoolique anonyme, mi-maternelle. C'est ma préférée, sachez-le. Élodie, ça va du coup? C'est la première fois que tu vois du stand-up? Ok, super. Élodie, ce qui va se passer, c'est qu'on va monter sur scène. On est 5-6. Non, pas toi, Élodie. Tout va bien, Élodie. Ce n'est pas une prise d'otage. Nous, on va monter sur scène et on va vous raconter des histoires, des blagues. Et potentiellement, ces blagues vont vous faire rire. Et si jamais ces blagues vous font rire, et ben, vous avez le droit de rire. Exemple, je fais une blague, elle est excellente et subitement... Waouh! Vous avez passé une journée au boulot, globalement, vous êtes gêné du rire. Tiens, on va prendre quelqu'un au hasard. Bonjour, comment tu t'appelles avec la chemise? Aurel, on peut dire bonsoir Aurel, s'il vous plaît? Bonsoir, Aurel. Ça va, tu vas bien, Aurel? Ok, super. Aurel, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me faire un rire comme si j'étais ton patron et tu venais de me demander une augmentation et je t'ai pas encore dit oui? Je t'en prie. Voilà, exactement. Il a ensuite pointé du doigt pour oui. Elle est vraiment bien celle-là. En me disant augmente-moi, bâtard, globalement. Voilà, exactement. Ouais. On va pas atteindre ce rire-là, on va atteindre le rire du dessus, celui que vous avez fait juste après, celui qui sort sans qu'on le maîtrise. Voilà, donc quand une blague est drôle, nous on va faire des blagues, ces blagues-là peuvent vous faire rire. Quand il y aura des blagues qui seront très drôles, très intéressantes, très intelligentes, référencées, sourcées, ces blagues-là, on peut leur donner un truc en plus qu'un rire. Qu'est-ce qu'on peut donner une blague en plus d'un rire? Vous êtes toutes et tous HPI, c'est formidable. Il y a quelqu'un qui applaudit. Ah, madame avec le t-shirt rouge, bonjour, comment tu t'appelles? Laurence, ça va Laurence? On peut dire bonsoir Laurence, s'il vous plaît? Bonsoir Laurence. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas que ça le spectacle. Oui,
On nous a mis dans une grande salle pour dire les prénoms de tout le monde. Super, ce tour de prénoms. Laurence, je te donne le bâton de la bienveillance. Laurence, est-ce que tu as passé une bonne journée? Super. Tu as assisté à toute la journée, Laurence? Laurence a séché à un moment. Elle m'a dit à peu près, vraiment, elle a fait une sieste au milieu, je pense. Pendant. Je ne sais pas qui était en atelier avec Laurence, mais apparemment, c'est dramatique. Laurence, est-ce que tu te sens bien là tout de suite? Ok. Est-ce que tu veux bien me rendre un service alors, s'il te plaît? Est-ce que tu veux bien applaudir toute seule et Vous êtes vraiment des gens de gauche, vous applaudissez ensemble! Vous avez entendu comment c'est triste, quelqu'un qui applaudit tout seul? Je vais vous montrer ce que c'est, quelqu'un qui applaudit tout seul, vous allez voir comment c'est triste. On dirait un enfant qui court en tongs au bord d'une piscine. Voilà ce que j'essaie de vous dire. Il court lourdement. On essaie de ne pas laisser les gens tout seuls, d'accord? On est dans un espace où on essaie d'être ensemble. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est que si vous entendez quelqu'un applaudir, vous applaudissez avec cette personne. Ça vous va? Laurence, tu veux bien réapplaudir, s'il te plaît? Voilà. Super, vous avez compris. Mesdames et messieurs, toutes les personnes en dehors qui sont au fond, n'hésitez pas à vous rapprocher. Vous avez vu, il y a plein de sièges. Voilà. On dirait l'Assemblée nationale quand il y a des lois importantes. Venez, vraiment, rapprochez-vous. Ce soir, il y a des blagues drôles, il y a des blagues très intelligentes, il y a potentiellement aussi des informations, parce qu'on fait du stand-up, mais il y a aussi de la vulgarisation scientifique. Donc il y a potentiellement des informations qui ne seront pas drôles, mais qui seront juste intéressantes. Et ça, normalement, on ne sait pas gérer en plateau de stand-up. Du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est de rajouter un truc. Quand quelque chose est intéressant, vous ferez « Oh !» Exemple, je vous explique qu'il y a des poissons qui changent de sexe au milieu de leur vie, et là, vous me faites « Oh !» C'est formidable, j'ai l'impression qu'on tourne une page dans un livre, tu sais. Attention à ne pas prendre trop de plaisir, Jacob, on a un spectacle à faire tout de même. Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Bon, voilà, vous avez tout compris. Est-ce que ça vous va de passer ce moment-là avec nous? Ok, superbe, très bien. Et ben, dans ce cas-là, on va vous présenter le thème, parce qu'un feu au lac, ça a forcément un thème. Alors aujourd'hui, nous sommes aux journées métropolitaines de l'économie sociale et solidaire, et toute la journée, les discussions ont tourné autour des imaginaires, des utopies concrètes, du changement du monde par le récit, par le futur. Mais dis-moi, la petite voix, qu'est-ce que c'est une utopie? Les utopies du grec utopos, signifiant en aucun lieu, sont des représentations d'une société idéale, opposée aux sociétés réelles, imparfaites. Elle se traduit dans les écrits par un régime politique idéal, une société parfaite ou encore une communauté d'individus vivant heureux et en harmonie. Non. Manifestement, ça va pas là. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est le thème en fait. Les utopies, moi j'y crois plus. J'ai l'impression que le monde est pourri. Sur fond de crise écologique, il y a de la violence partout, dans les discours, en vidéo, dans la rue, des conflits interminables et mortels, des agressions à ne plus savoir compter. Entre mon éco-anxiété et la brutalité généralisée, je crois que je ne suis plus capable de rêver, tu sais. Imaginez ce que je serai plus tard ou ce qu'on sera plus tard. Ah oui, d'accord, en fait, on a méga gros sur la patate. Parce que les utopies, elles ont aussi ce rôle-là, celui d'ouvrir les imaginaires, celui d'ouvrir le champ des possibles pour sortir de l'ornière. Elles sont aussi et souvent écrites pour dénoncer des injustices et pour les dérives de notre temps. Regarde, tu parlais de l'étymologie du mot utopie ou utopos. C'est le lieu qui est nulle part. Je peux te raconter une histoire ? Oui, bah alors au point où on en est... Oui, ok. Utopie, c'est un mot qui a été inventé par Thomas More, qui est un homme de lettres anglais au XVIe siècle. Alors, homme de lettres, c'est un mot un peu savant pour dire qu'il était juriste, historien, philosophe, humaniste, théologien, philanthrope, érudit, homme politique, avant d'être canonisé. Voilà. Aujourd'hui, on dirait influenceur. En 1516, Thomas More il sort un bouquin qui présente l'île d'Utopie, où vit une communauté communiste libre. Dans l'ouvrage, on apprend que l'étymologie d'utopie vient du grec utopos, le non-lieu. Ça n'a rien à voir avec le procès de Darmanin. On ne parle pas de Darmanin ici. Mais cette île aurait aussi pu s'appeler Eutopie, du préfixe eu, qui signifie le bon, le positif. L'utopie, c'est le lieu du bon, du bien. Le territoire qu'on cherche à atteindre, c'est l'horizon qui nous fait avancer. Oui, non mais d'accord. Mais quelques pages après, Jacob, parce que je l'ai lu, on apprend que certains et certaines habitantes de l'île l'appellent Udépoti, qui en grec signifie jamais. Et c'est ça qui me travaille justement. C'est le fait qu'on n'y arrivera jamais. Les utopies, c'est idéal, mais donc par définition, c'est impossible. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'on glisse vers des dystopies, tu vois. Genre 1984, La Servante écarlate, Hunger Games. Oui, voilà. Dys en grec, ça signifie le mal, la difficulté, comme dans dyslexie, la difficulté à lire. Discréditer, jeter du mauvais crédit sur quelqu'un. Ou disco, qui selon plein de gens, c'est le mal absolu, apparemment. Une dystopie, c'est le mauvais lieu, le lieu du mal. À l'inverse de
l'utopie, qui construit un espace d'espoir. La dystopie nous présente ce qui pourrait mal tourner dans nos sociétés si on ne change rien. Et comme on ne change rien, petit à petit, on y arrive. Bon, dans le fond, les utopies et les dystopies sont proches, d'accord. Elles ne sont pas seulement des mondes imaginaires, mais la matérialisation de projets politiques. D'un côté, pour l'utopie, c'est rendre possible un idéal, et de l'autre, pour la dystopie, la visualisation des dérives déjà là. Alors, ce que tu oublies là-dedans, c'est que, un, on fait un spectacle de stand-up, et Ouais. deux, c'est le rapport au récit. L'utopie et la dystopie existent en science-fiction, mais ne sont jamais présentées comme des systèmes finis. Elles sont toujours mises en relation avec des héros et des héroïnes, que vous êtes ce soir, qui réagissent à ces situations, soit pour les combattre, dans le cadre de dystopie, soit pour les soigner et les défendre, dans le cadre d'utopie. Qu'elles soient bénéfiques ou déprimantes, les topies cherchent à nous mettre en mouvement. C'est ça, en fait, le lobbying par le récit. Changer le monde, changer les choses. Avec des bouquets de roses. Et changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Non mais Jacob, ça c'est du plagiat de Laurent Voulzy. Oui, je suis fan, pardon. Et puis deux, faut qu'on avance. Pardon, oui. Bon, tu sais que j'aime bien les fleurs, hein, Oui, attention, oui, c'est pas ça. Mais tu sais, je crois que j'ai la personne parfaite pour nous mettre en mouvement. Je connais quelqu'un qui pourrait élargir la réflexion sur les dystopies. Bamba, c'est le genre de type qui transforme les petits tracas du quotidien en histoires rocambolesques, mais derrière des punchlines qui frappent fort, il pose de vraies questions. Quelle est notre place dans cette société? Pourquoi est-ce qu'on court après des modèles qui ne nous ressemblent pas? Comment on se construit quand l'éducation, la psychologie, les injonctions genrées et les attentes sociales s'en mêlent? Alors, pour transcender nos problématiques, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Bamba, s'il vous plaît. Salut les subs! Ça va, vous allez bien? En forme? Ouah, doucement, hein, doucettement, j'ai l'impression. Va falloir renouveler le Xanax, les frères, hein? Va falloir y aller. Ok, enchanté, moi c'est Bamba, ravi de vous rencontrer. Allez, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir d'être ici. Là-bas, vous allez rester debout tout le long? Ils vont pas rester longtemps, apparemment. Ok, ça marche. Moi, c'est Bamba. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Vraiment, vraiment. Je suis très content d'être ici. J'adore le métier que je fais. Je kiffe ça. D'ailleurs, je vais tester des blagues devant vous ce soir. Enfin, cet après-midi. Il y a des blagues que je vais faire là. Dans 10 ans, ce sera des succès internationaux. Sachez-le. Et il y en a d'autres. Vous serez les dernières personnes à entendre ces blagues. Vous êtes au courant? Très bien, j'espère que ça vous convient comme principe. J'adore ce métier, je peux tester des blagues. C'est l'un des seuls métiers sur Terre où tu peux tester un truc. Tu sais, j'ai jamais vu un chirurgien arriver au bloc et faire... Je vais tester un truc aujourd'hui. Jamais, c'est jamais arrivé. J'adore ça. Je m'appelle Bamba, pardon, je ne l'ai pas dit. Bamba, 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 Bamba. Bamba, Bamba, Bamba. Bamba, Bamba, Bamba. Bamba, Bamba, Bamba. Bamba. Voilà, je le répète plusieurs fois au début du spectacle, c'est par habitude, parce qu'il y a 3 mois et demi de ça, je jouais dans un petit repère de chasse au milieu de la France, à Dain-sur-Oron. Ouais. Dain-sur-Oron, c'est tellement loin de tout. Quand on est allé là-bas, en sortant de l'autoroute, il nous restait encore 1h30 de voiture. Quel endroit en France se trouve à 1h30 d'une autoroute? Même au fin fond du Sri Lanka, t'as des autoroutes moins loin que ça. J'arrive à Dain-sur-Oron, je me suis dit, mais on va jouer devant personne. Mais qui va venir nous voir? On va pas jouer devant des humains, on va jouer devant des chevaliers. Ils vont arriver, ils vont poser leur aume à l'entrée, ils vont nous jeter des apéricubes à la fin du spectacle. Dain-sur-Oron, c'est beaucoup trop loin. J'arrive, je fais le spectacle. Je dis, voilà, je m'appelle Bamba. À la fin du spectacle, il y a une petite vieille, elle a passé un super moment. Elle a adoré le spectacle. Elle veut me remercier. Elle vient me voir à la fin du spectacle et elle me dit, merci pour tout. J'ai passé un moment extraordinaire. Vous m'avez rappelé ma jeunesse. C'était formidable. C'était inoubliable. Je me souviendrai de vous, Bamboula. Bamba, 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 Bamba. Bamba, Bamba. Bamba. Rappelez-le vous. En plus, c'est extraordinaire comme prénom Bamba. Parce que Bamba, en Bambara, c'est une langue au Mali. Ça signifie crocodile. Ça a de la gueule, hein? T'as vu ça? On m'a donné le nom d'un animal fort, tu sais. J'ai le prénom d'un carnivore solide, dangereux. Je suis troubadour et quand il y a du pollen, je fais un arrêt de travail. Mais j'adore ça. Je me suis rendu compte d'un truc dernièrement et je me souviens jamais de mes rêves. Vous vous souvenez de vos rêves? Ouais.
N'hésitez pas à répondre, hein. On n'est pas sur Wikipédia, il y a un feedback, on peut avoir un feedback. N'oubliez pas ce truc-là, me laissez pas tout seul. Laissez pas le petit crocodile en galère, me laissez pas tout seul. Tous les crocodiles en galère deviennent à un moment des sacs à main. Donc je vous en supplie, me laissez pas en galère comme ça. Vous vous souvenez de vos rêves? Ouais, non? Ok, ça marche. Moi, je me souviens jamais de mes rêves. J'arrive jamais à me souvenir de mes rêves. J'arrive jamais à me souvenir des rêves de quand j'étais petit. Tu sais, des rêves, des objectifs de vie que j'avais. Comme si mon cerveau, il essayait de me protéger d'avoir des ambitions trop grandes. Tu sais. Et c'est un truc de ouf parce que je sais que j'arrive à déjouer le destin au fur et à mesure. Parce que, tu sais, être là, devant vous, à faire le ménestrel, avec vous qui m'écoutez, c'est pas ma ligne de vie de base, moi. Moi, je viens de la misère. Moi, je viens de tout en bas des classes sociales. Moi, dans ma classe sociale, ils vont même pas en classe. Donc, je viens vraiment de tout en bas du délire. Vu là d'où je viens, moi, je pense que mon destin à la base, j'aurais dû vendre du shit. J'aurais dû être dealer, j'aurais dû vendre du shit. Et j'aurais pas été un grossiste, hein. Des fois, j'aurais échangé 200 grammes contre une bonne turlute. J'aurais pas été grossiste. À la limite, le truc qui me serait arrivé, c'est qu'à 15 ans, à mon premier go fast, je me fais choper. Premier péage, boum, je me fais arrêter. Je prends 22 ans de prison. Réduction de peine parce que j'ai balancé tout le monde. En vrai, j'aurais fini, tu sais, ma vie à 22 ans. J'aurais terminé ma peine de prison dans les toilettes. Mort, parce qu'il y a un mec qui m'a poignardé avec une brosse à chiottes qu'il a aiguisée lui-même. Donc voilà, ça fait 10 ans que je fais ce métier, j'ai toujours pas percé, mais je me plains pas, en vrai, parce que je sais que mon destin à la base, il est pire que ça. Le seul truc bien que j'aurais dû faire dans ma ligne de vie de base, c'est qu'en prison, j'aurais enregistré un EP de rap. Eh ben, je vois qu'on me suit dans le délire, ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Ok, en exclusivité, je vais vous faire les premières paroles du single. Vous êtes prêts? Non. Vous n'êtes pas suffisamment prêts pour ça. Ok, on se concentre. Attention, ça va vite. Ok. Ok. Au quartier Les Balances, on les phoques. C'est pour la street crédibilité. Je préfère les otaries que les phoques. Défense des animaux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas. Ok. Ramène ta tête ici, brosse à chiottes. Je finis planté par une brosse à chiottes. Allez, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Non, mais je vous avais dit... Non, mais... Pourquoi vous applaudissez? Vous avez jamais entendu de rap de votre vie ou quoi? J'ai fait rimer brosse à chiottes avec brosse à chiottes. Le premier EP certifié disque de frein. Je sais pas pourquoi je fais ce métier. Tu sais, ça fait 10 ans que je fais ça. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Et ça fait 10 ans que j'ai commencé à faire des blagues devant des gens. 10 ans plus tard, je suis toujours dans des caves à faire des blagues devant des punks à chiens qui se rappelleront même pas de mon nom à la fin du spectacle. Hein. À la fin, ils m'appelleront Bim Bam Boum, Boum Bim Bam. Ils connaîtront jamais mon nom. Alors pourquoi je fais ce métier? Parce qu'en fait, j'adore attirer l'attention sur moi. Je kiffe ça. J'adore ça. J'ai toujours rêvé d'avoir l'attention de tout le monde sur moi. J'ai toujours rêvé ça. Je suis un addict à l'attention. J'adore ça. Je suis un putain de junkie de l'attention. J'adore ça. J'adore ça. Tu sais, toutes les petites situations qui, vous, dans la vie quotidienne, vous font vomir de timidité sont celles qui, moi, me font bander plus fort que l'abbé Pierre devant une femme démunie. J'adore ça. J'adore ça. J'adore, c'est vrai, j'adore ça. La dernière fois, je partais en tournée. La semaine dernière, je partais en tournée en Genève. Je partais en moto. Je commence, je pars, je me fais arrêter par les gendarmes. Et là, le problème, c'est qu'une heure plus tard, je devais être à Genève, sur scène. Ils vont encore dire que les Noirs arrivent en retard. Je me dis, comment je vais me sortir de cette situation? Je réfléchis et je me dis, je vais tout miser sur le racisme dans la police. Le mec vient, il me prend mon permis, il me dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Oui, parce que chez la gendarmerie, comme chez la police, et là il me coupe et il me dit, excès de vitesse, pas de pot d'échappement, défaut d'assurance, vous en avez pour 495 €. Je vais devoir changer de stratégie. À ce moment-là, on discute un petit peu et il me dit, vous faites quoi dans la vie? Je lui dis, je suis comédien. Et il me dit, vous faites quoi comme comédie? Je dis, moi je fais du stand-up, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je fais des blagues. Et il me dit, des blagues? Si vous me faites rigoler, je vous rends votre permis. Ah! Sauf que là, à ce moment-là, il me donne ma dose d'attention. À ce moment-là, n'importe quel cerveau normal se serait liquéfié. Moi, à ce moment-là,
je vois l'occasion d'accaparer l'attention de 5 mecs avec des pistolets. Hé Chris, viens voir, il y a le clown qui va nous faire des boutades. 6 mecs avec des pistolets. La fin de cette histoire, c'est que j'ai réussi. Ils m'ont rendu mon permis. Ils ont tapé une barre. J'ai fait une blague raciste. Je suis allé vers la facilité. On est d'accord? Je suis allé vers la facilité. Il me reste plus beaucoup de temps, mais j'adore ce métier. Vraiment, je kiffe ce métier. C'est vrai que je rêvais pas trop de ça. Moi, je rêvais à la base de faire des tournées, de partir en tournée en jet privé, de m'envoler. Fou! Ce week-end, je suis parti en train à Paris pour faire la première partie d'un mec connu. 110 € l'aller Paris-Lyon. Vous n'avez pas bien entendu ou quoi? 110 € l'aller Paris-Lyon. Waouh! On se fait voler par la SNCF, c'est un scandale. Et personne ne dit rien. 110 balles. Vous vous rendez compte que ce qu'on peut faire avec 110 €? Avec 110 €, tu peux aller en Grèce en avion, aller-retour. Avec 110 €, en 1 heure, tu es à la plage en France avec 110 €. Tu gagnes un aller pour Paris, pour le burn-out. Pour 110 € en France, tu as un mec qui pose son ventre sur l'accoudoir. Pour 110 € en France, tu as Sylvain, l'enculé de conducteur de train, qui va à un moment prendre le micro et faire... Mesdames et messieurs, D'ailleurs, vous prenez souvent le train. C'est pas une dinguerie que les mecs qui fassent du train, ils sont pas foutus de parler correctement dans un micro. Vous avez jamais remarqué ce truc-là? Toutes les 3 mots, ils font une pause. On dirait qu'ils sont en train de démouler un cake. À un moment, t'auras Sylvain qui fera... mesdames et messieurs, ici Sylvain, votre conducteur de... Nous arrivons sur la ligne à grande vitesse. Notre vitesse est actuellement de 298 km/h. À cette vitesse-là, aucun radar ne pourra nous flasher. Nique ta mère, Sylvain! Pour 110 €, t'as pas le droit de faire des blagues au micro. Pour 110 €, tu la fermes et tu roules droit. Moi, je pense que la SNCF, c'est tellement des bâtards. Moi, je suis persuadé que pendant la Shoah, ils contrôlaient les billets. Pourquoi on se retrouve ici? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez entendu ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'en ai toujours rêvé et que je rêve de tester chaque soir de nouvelles blagues devant des gens différents. Les subs, vous avez été extraordinaires. Merci de m'avoir écouté. Mon nom, c'est Bamba. Merci beaucoup. Eh ben, tu vois, c'est ça, la catharsis. Oui. Tu vois, c'est exactement ce dont j'avais besoin. De parler ensemble, de crier ensemble et de rire ensemble. Oui, exactement. Et puis maintenant, on peut discuter du reste, tu vois. On peut dire du fait qu'il en existe plein d'autres, des topies. Depuis le début, on parle d'utopie et de dystopie. Mais ce siècle dernier, des chercheuses et des autoristes ont créé plein d'autres mots pour définir ces récits. Oui, c'est pas le philosophe Foucault qui parle par exemple d'hétérotopie? Non, ça n'a rien à voir avec le projet politique des conservateurs de monde idéal sans queer. Hétérotopie, c'est pas ça? C'est pas ça. Ok, d'accord. Bon. C'est plutôt des espaces autres, concrets, qui hébergent tous les imaginaires et des constructions sociales autres. Les EHPAD, les cimetières, les stades, les hôpitaux ou encore les parcs d'attractions. C'est des lieux à l'intérieur d'une société qui obéissent à des règles propres. D'autres chercheuses parlent aussi d'utopie réalisable. Des initiatives perçues aujourd'hui comme utopiques, mais qui seraient réalisables si et seulement si de mesures appropriées et réalistes sont prises. Les sociologues Kathleen Wiegert et Robin Cruz les appellent les possitopies. Et c'est d'ailleurs le titre de ce spectacle. Ce sont des récits atteignables et désirables du futur que l'on raconte pour ensuite avoir envie de désirer ce futur. Eh bien, tu vois, ça permet de réancrer dans le réel et dans le faire. Notre experte de ce soir est spécialiste et accompagnatrice en habitat participatif. Audrey Giquel écrit sur les récits possibles et confronte ses utopies au monde réel. Elle aspire aux formes de vie en communauté et au vivre ensemble. Elle est ici avec nous pour nous présenter des récits concrets glanés sur les chemins de voyage. Je vous invite à applaudir chaleureusement Audrey Giquel. Donc oui, je suis Audrey, je suis cofondatrice et résidente d'un habitat participatif au nord de Lyon, dans les Monts d'Or. Et j'accompagne des collectifs à créer ce type d'habitat, habitat participatif, oasis, éco-village. Et ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de mon rêve
de la communauté Lootopia. Suite à un voyage aux États-Unis et au Mexique en famille en 2023, avec mon mari, on a écrit un roman qui décrit cette communauté que je vais vous décrire. L'idée, c'est d'être 130, 150 personnes à vivre ensemble et travailler ensemble. On vit tous ensemble dans un sorte d'éco-village avec un petit hameau, avec peut-être un endroit pour accueillir du monde, une sorte de château, de manoir. Et puis, il y a un restaurant communautaire pour pouvoir manger, mais on peut également tout à fait prendre son assiette et aller s'isoler si on a envie de manger seul. Et dans cette communauté, on travaille ensemble et on se répartit le travail. On peut travailler 40 heures par semaine. Alors, vous allez vous dire 40 heures, c'est énorme. Mais en fait, dans ces 40 heures, il y a à la fois le travail rémunéré, mais à la fois toutes les tâches domestiques. Faire à manger, faire le ménage, enlever les feuilles dans la gouttière, etc. Donc, je peux vous assurer que vous faites tous beaucoup plus que 40 heures par semaine si vous ajoutez ça à vos tâches. Et donc, quelqu'un qui bosserait 40 heures par semaine dans cette communauté serait pour nous un interne. Mais on peut également être externe, avoir un travail à l'extérieur et ne bosser que 8 heures. Et en fait, voilà, si vous êtes tous des HPI, comme on disait tout à l'heure, vous prenez un petit graphe, vous mettez d'un côté, je bosse 40 heures, je suis salarié, je gagne 500 € par mois et je suis logé, nourri dans cette communauté. De l'autre côté, il y a, je travaille que 8 heures, je paye 900 €, je suis logé, nourri. Et vous pouvez tracer une droite entre les deux. Et ça donne une communauté où on peut payer soit en temps, soit en argent, soit un mélange des deux. Et en fait, ce qui est très intéressant avec cette manière de voir, c'est qu'une heure égale une heure dans cette communauté. Une heure à travailler, à faire la vaisselle, une heure à garder des enfants, une heure à faire la comptabilité ou une heure à faire de l'accueil ou des formations. C'est la même chose. Et du coup, on va redonner du sens à des tâches qui ne sont pas valorisées. Et ça va permettre de sortir d'un modèle capitaliste. Ça va permettre d'avoir une organisation en interne qui n'est pas basée sur le profit, mais sur un simple équilibre entre les dépenses de la communauté et les recettes. Voilà, pour faire simple, vous dire quand même que cette utopie, elle est beaucoup plus large. Elle a aussi un lien au vivant. Elle a aussi toute une gouvernance qui est réfléchie. Une gouvernance à 150, vous imaginez ce que ça peut donner ? Voilà, donc il y a énormément de choses qui sont réfléchies, travaillées, imaginées. Et ça ne reste pas seulement dans un livre, puisque actuellement, nous sommes déjà 25 dans un groupe et nous avons trouvé un lieu et normalement, nous devrions emménager l'année prochaine dans ce lieu. Merci beaucoup Audrey Gicquel d'avoir accepté notre invitation. J'aurais quelques questions si tu veux bien. On se demandait pourquoi avoir cette fois choisi la fiction documentaire plutôt que les livres témoignages et les guides qu'on vous connaît. L'idée, c'était d'immerger les personnes, de faire vivre de l'intérieur ce qu'on a pu vivre aux États-Unis. Et en particulier, une communauté vraiment très spéciale à mon cœur qui s'appelle Twin Oaks, en Virginie, et qui est née elle-même d'un roman. Alors, son histoire est un peu originale. C'est un scientifique des sciences comportementales qui a écrit un livre qui s'appelle Walden 2, lui-même inspiré de Walden et la vie sauvage de Thoreau, si vous avez la ref. Et donc, il a écrit ce roman qui associait tout ce qu'il connaît des sciences comportementales de l'époque. Il a écrit la première version en 1945, ça date d'un certain temps. Et dans les années 60, ça a commencé à avoir du succès. Et il y a un petit groupe de scientifiques, pas de scientifiques, d'intellectuels de Washington qui se sont dit « Allez, chiche, on va faire ça. On va créer ce collectif et on va le vivre. » Donc ça fait maintenant 57 ans que Twin Oaks existe et voilà, ça n'a plus rien à voir avec le livre original. Ils ont fait évoluer leurs règles. Mais donc, l'envie, l'ambition, c'était de poser dans ce livre une vision, quelque chose de très ambitieux, quelque chose d'assez radical dans les idées, et en particulier dans cette organisation du travail. Et de le poser par écrit, ça permet de rêver, de s'immerger. Et pour l'histoire, c'est une journaliste de droite, plutôt mainstream parisienne, qui va visiter cette communauté et donc qui est assez critique. Donc ça permet aussi d'avoir une approche pas trop idéalisée de cette utopie. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé de récits qui nous forgent, mais j'imagine qu'on a besoin de récits communs
qu'on réfléchit ensemble pour faire communauté. Quels sont-ils et comment est-ce qu'on les formule? Alors moi, mon métier, c'est d'accompagner les collectifs. Et depuis des années, je les aide à construire leur raison d'être ensemble, à écrire leur charte, à se projeter ensemble. Et en fait, pour l'Utopia, on a pris les éléments à l'envers. Je dis « on » parce que ce livre, il a été coécrit avec mon mari qui est là et qui, justement, avait un stand aujourd'hui. Voilà, une petite dédicace. Mais du coup, là, l'envie, elle était vraiment radicalement différente. Elle était de dire « ok, on va poser quelque chose d'hyper ambitieux. Et puis, on va voir si ça résonne. » Et en fait, ça résonne. Je vous dis qu'on est déjà 25 et qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont intéressés par ce type d'utopie, ce type de vision vraiment, vraiment radicale, vraiment assez éloignée en fait d'un quotidien, d'un Lyonnais standard. Mais voilà, du coup, j'ai envie de dire oui à la co-création. Mais oui aussi au fait de poser une vision ambitieuse. Et moi j'ai le sentiment qu'avec ce livre, l'Utopia, avec ce projet, j'ai l'impression d'avoir posé un peu une bûche au milieu d'un collectif, en disant voilà, c'est ça, j'ai choisi du chêne, ça ne sera pas du charme, ça ne sera pas du être, j'ai choisi cette bûche. Et maintenant, on va tous prendre nos petits ciseaux à bois et on va tous sculpter avec tout ce qu'on est, toutes nos compétences, toutes nos expériences, tous nos élans, toutes nos envies. Et on va venir faire de la dentelle dans cette bûche et on va venir la transformer. Et donc, le projet collectif, il naît au départ d'une vision posée et inspirante, mais elle se crée autour de ça et elle vient s'inspirer de ce collectif. Merci. Ce récit commun donc, que vous avez proposé, vous êtes en train de le réaliser vraiment. L'Utopia va exister et vous avez d'une certaine manière utilisé cette fiction du documentaire comme votre propre guide. Est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que vous confrontez l'utopie au concret? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte des zones d'ombre du projet? Et si oui, comment est-ce qu'on les utilise pour avancer? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on concrétise une utopie, il faut de l'agilité, il faut s'adapter aux gens, mais ça faut surtout s'adapter, en tout cas pour l'Utopia, s'adapter au territoire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de venir avec nos gros sabots en disant voilà, on va faire ça, mais plutôt se dire ok, on a une intention, maintenant comment on la construit, comment on s'insère dans un territoire qui est existant bien avant nous. Et voilà, du coup, pour moi, il y a vraiment cet enjeu de comment on arrive avec quelque chose d'une utopie aussi forte et comment on arrive en douceur sur un territoire et qu'on se fait accepter. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu primordial de ce projet. Merci infiniment, Audrey Giquel. Merci. Moi, je trouve ça génial qu'on puisse tout inventer. Ouais, c'est formidable, hein. Et je me disais, si les chercheuses et les autoristes peuvent inventer leurs propres mots, leur propre univers, est-ce que nous aussi, on peut inventer nos mots? Je vois pas ce qui nous en empêche d'inventer des mots, en fait. Tu vois, moi, ce que je te disais, c'est que je crois plus aux utopies. Parce que j'ai l'impression que dans la réalité d'aujourd'hui, on ne peut plus rêver comme avant. Et je suis jalouse et nostalgique de mes rêves d'enfant, tu vois, par exemple. Des possibilités. Et surtout, je suis agacée que mes visions du futur tombe complètement à l'eau. Donc tu es dans une sorte de mélancolie des rêves. Oui, mêlée à une sorte de sensation d'injustice un peu, tu vois. Je me sens comme défantasmée. La charge que je me mets de changer les choses me dépossède en quelque sorte d'un rêve d'insouciance. Parce que je n'ai pas envie aujourd'hui de me voiler la face, et puis que même si je le voulais, je ne pourrais pas. J'aime bien le terme défantasmé que tu crées, même si l'Académie française nous taperait là tout de suite. Mais j'ai envie d'appeler ça, tu vois, la fantastalgie. Cet état dans lequel on est, la nostalgie des fantasmes. On doit laisser filer nos anciens rêves et chercher à en créer des nouveaux. C'est une sorte de deuil de l'imaginaire ancien, en sorte. Alors à mon tour de vous raconter une histoire. Il était une fois un jeune garçon avec des histoires et des rêves plein la tête. Dès son plus jeune âge, il mélange les genres et se découvre un talent pour écrire et raconter ou chanter des histoires. Poussé par la vie, il rentre dans les cases du monde du travail et se réveille un beau jour adulte, éloigné de ses passions et de ses rêves d'enfant, mélancolique de cette époque. Alors, il réanime aujourd'hui sa passion pour la musique et l'écriture. Je vous demande d'accueillir Chaf. Les subsistances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, on va pas se mentir, vous pouvez tous faire mieux.
On est sur une ambiance de mardi, fin de journée. J'aimerais que dans vos têtes, ce soit plutôt un vendredi soir, un samedi soir. Les subsistances, est-ce que vous allez bien? C'est nettement mieux, hein, n'est-ce pas? Moi, c'est Chaf, je suis ravi d'être là, je suis honoré d'être là. Lorsqu'on m'a parlé de cet événement, c'était un challenge pour moi. Je me suis dit comment est-ce que j'allais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, sachant qu'il y avait un thème qui ressortait souvent, c'était l'utopie. J'ai commencé à écrire quelque chose de très, très frontal. Et puis, j'ai changé d'avis. Je me suis dit que j'allais apporter quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus coloré, quelque chose dans lequel on risque de pouvoir tous se retrouver. Et ce sujet léger, c'est bien entendu la mort. La mort, et plus particulièrement un moment qu'on risque tous de connaître, tout en y participant pas vraiment. À main levée comme ça, est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu le terme janaza? Une personne, deux personnes. Janaza, dans la confession musulmane, c'est une prière mortuaire qui est faite par compassion pour le défunt, pour lui témoigner son amour et l'accompagner dans l'au-delà, et prier pour qu'il puisse trouver le salut. Donc la chanson, plutôt le slam, ou à vous de juger, c'est entre les deux, s'intitule Janaza. Si vous êtes tous réunis ici, et si ce piano résonne, c'est sûrement un mauvais signe et que vous honorez ma petite personne. Mon portrait encore devant les bougies, que certains regardent les yeux rougis. Je suis dans les cieux, mon nouveau logis. Soyez ambitieux en faisant mon apologie. Par pitié, prenez pas une photo où j'ai une tête à chier. C'est mon dernier moment de gloire, les poteaux, venez pas me le gâcher. Puisque c'est ainsi et que c'est ici que ma story s'est achevée. J'espère aussi que personne ici n'a des choses à me reprocher. Je sais pas de quoi je suis parti, de mort violente ou de maladie. Mais soyez sûrs, je me suis rien fait tout seul, pour ça j'aimais trop la vie. Si c'est le clap de fin, laissez-moi moins soigner le générique. Le film de Mala, il fait cool, quoique légèrement tragique-comique. Tout ce temps perdu à se disputer, c'est un peu de nos vies qu'on nique. Je pars pas en héros, y'a que la mort Tony qui restera iconique. J'essaie d'être sincère, c'est mes derniers mots. Pardon si j'étais absent dernièrement. Il est pas trop tard pour avoir des remords, mais la date limite c'est l'enterrement. J'ai fait de mon mieux, aimé de mon mieux. Pour mes péchés, pardon mon Dieu. J'ai pas toujours fait les bons choix, mais les assumer ne me dérange pas. Qu'en est-il du Chaf de ma jeunesse? Je sais pas trop quel héritage je laisse. J'ai fait les choses par passion, pas pour mon étoile sur les boulevards de Los Angeles. En vrai, vous me pleurez quelques heures et la vie normale reprendra son cours. Mes fils, veillez sur vos sœurs et dites-leur que papa vous aimera toujours. Personne n'est indispensable, je l'ai compris, je suis devenu un peu plus responsable. J'ai croisé des gens formidables, j'ai appris tous, même des gens détestables. Merci à ceux devenus amis, entre nous rien de faux. On s'est trouvés, on s'est compris, avec nos meilleurs défauts. Je me suis réfugié dans la créa, j'en ai fait mon âme, sœur. Je me suis réfugié dans les arts, pour cacher ma noirceur. Même entouré, sachez que je me suis souvent senti seul. C'est tellement ironique, maintenant que je vous sais tous au-dessus de mon linceul. Envie de croquer le monde depuis ma sortie du berceau. J'ai toujours voulu être libre comme l'air, né sous le signe du Verseau. J'ai tout essayé et je me suis planté, ça n'a pas payé, donc j'ai retenté. L'enfant effrayé, je l'ai supplanté, vécu l'instanté, qu'importe la santé. C'était clair dès le départ, on est en heure, chacun écrit son histoire. Prie pour qu'elle rime avec victoire, que le voyage soit beau et se finisse tard. J'ai fui les méandres de l'ennui et une vie monotone. Chercher la chaleur des cœurs dans la nuit, d'hiver à automne. Avant que le piano ne se termine et devienne qu'un souvenir. Que cette photo soit mon dernier vestige, retenez mon sourire. J'ai plutôt été comblé, il est temps que je tire ma révérence. Ma main caressant les champs de blé, comme Maximus, bref, t'as la référence. La vie est belle, la vie est courte, on partira on ne sait quand. Vivez à fond, tracez votre route, sans regret par conséquent. Croyant la vie, rien n'arrive jamais par hasard, c'est fini. Faites ce que vous avez à faire, salade janaza. Merci. Alors, voyons voir. S'ancrer dans le réel, c'est bon. L'épositopie pour changer le monde, c'est fait. La fantastalgie, bon, faire le compte de ce qu'on doit laisser partir, on vient de le voir. Quoi d'autre ensuite? Il reste à mettre un peu de nuance là-dedans, en fait. Prendre en compte ce qui existe et ne pas avoir les rêves plus gros que le ventre. Parce que, par exemple, c'est ce qui a causé pas mal de tort à des utopies socialistes du 18e et 19e siècle. C'est vrai, ça.
On peut prendre pour exemple Charles Fourier, qui imagine au XVIIIe siècle des communautés vivant en harmonie dans des phalansphères, encore un mot inventé, qui vient de phalanges et de monastères. Alors attention, ici le terme phalange, ce n'est pas pour dire on est liés comme les 274 doigts de la main, mais plutôt en référence au groupement des armées grecques antiques. Fourier imagine des communautés très soudées qui vivent, travaillent, habitent et font tout ensemble, dans un même bâtiment et autour desquels les formes de la vie économique, politique et sociale s'adaptent aux passions et désirs des individus. Oui, en fait, l'idée, c'est de faire des monastères, mais pas tourner autour de la religion. Et dans la lignée de Fourier, pas mal de philosophes, philanthropes et chefs d'entreprise créent leurs utopies sociales, qui, pour la plupart, se sont pété la gueule sur les dents de la réalité. Voilà. Et c'est de ça dont j'aimerais parler un peu, tu permets ? Parfois, quand ça ne marche pas, il faut remonter le temps pour comprendre d'où vient le problème. Et Jacob, il n'est pas archéologue, mais il est fan de dinosaures, alors on s'est dit que c'était tout à fait qualifié. Quoi de mieux et qui de mieux qu'un architecte-auteur pour nous démonter les récits, découvrir les rouages de l'échec et répondre au « Pourquoi ça ne marche pas comme je veux ?» Cherche public, Jacob. Bonjour. Je vous dis bonjour alors qu'on se voit depuis 1 heure, hein, mais tout va bien. Je m'appelle Jacob. Et j'ai aucune culture ciné. Voilà. Je ne sais jamais dans quel film c'est qu'il y a un monument gigantesque qui s'effondre très lentement et les bourgeois sur le pont supérieur disent rien en écoutant du violon. Je ne sais plus si c'est Depardieu ou le capitalisme. Donc voilà. Après, j'ai jamais trop accroché au film quand j'étais jeune. Moi, mes parents, ils sont très terre à terre, ils sont pas très fiction. Le seul film que mes parents ont vraiment beaucoup vu, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà. Parce que mon père est ch'ti. Je ne suis pas encore sûr qu'ils aient compris que ce n'était pas un documentaire. Je pense qu'ils se cherchent dans le fond du film. Mon père, il lit beaucoup. Ma mère, pas du tout. Mais à la maison, il n'y a pas beaucoup de livres de science-fiction. Voilà. Mon père, il est très Dan Brown, Azouz Begag, Marc Lévy. Point commun, tous ces bouquins sont offerts avec un plein d'essence. Voilà. Et ma mère, elle est plus serviette Garfield, globalement, chez Total. Mes parents sont très ancrés dans le réel, et moi, j'ai plutôt tiré de mes grands-parents sur la question du récit. Moi, j'ai grandi avec Tintin et Harry Potter, ce qui fait que c'est très étonnant que je ne sois pas devenu colonialiste et transphobe. Et si je réfléchis bien, à la maison, il y avait un livre de science-fiction. Il y avait un gars un peu mystique qui faisait des tours de magie dans le désert palestinien. La Bible, voilà. C'était hyper intéressant. Alors c'était la Bible pour les enfants et ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur mon prénom. Voilà, Jacob, c'est un prénom de la Bible qui signifie celui qui hésitera toute sa vie entre le rabbin antisémite ou le loup-garou de Twilight. Voilà. C'est moi. C'était très compliqué. J'avais aucune culture ciné quand j'étais petit. Ce qui fait que quand on me disait Jacob, il y a un film sur ton prénom, je disais oui. Le film américano-italo-français de 1994 avec un héros qui porte mon nom. Voilà, c'est un téléfilm. Le gars, il trahit son père avec l'aide de sa mère avant de se barrer dans le désert. Puis il épouse 2 sœurs et baise beaucoup. Et ses enfants, il crée Israël. Tu veux être mon pote ? Voilà, vous avez la même réaction que mes amis de l'époque. Mais j'essaye un peu de me détacher de cette question-là des films, parce que je trouve que les films, ils tordent un peu notre réalité. Moi, je vous ai dit, je m'appelle Jacob, et quand j'avais 13 ans, il y a un film qui est sorti, avec un loup-garou qui s'appelle Jacob dedans, et c'est le film Twilight. Et dans Twilight, Jacob, il est brun, ténébreux, c'est le fantasme de tout le monde, et moi, à 13 ans, j'étais brun. Voilà. C'est ténébreux, j'essayais de temps en temps, on me disait « Jacob, tu veux du jus d'orange ?» Je disais « Non. » Je touche pas à cette merde. Pas après l'accident. Alors que je me suis chié dessus une fois au sel, fin, ça va. Et le fantasme de tout le monde, soyons très honnêtes, si là tout de suite je retire mon haut, j'ai froid, c'est tout ce qui se passe. Voilà. Je trouve que les films déforment notre vision de la réalité. Les films nous ont donné envie de trucs dont on ne devrait pas avoir envie. Par exemple, par applaudissement, qui ici rêvait enfant d'aller dans l'espace ? J'aime beaucoup parce que je vois dans vos yeux, il y a des gens qui sont là en mode « je suis devenu de gauche, je peux pas dire oui ». Vous voyez, on a des rêves d'espace qui viennent des films, toujours, enfin dans tous les films on va dans l'espace. La réalité de l'espace est beaucoup plus nulle. Hein. Les scientifiques qui vont dans l'espace, ils y vont pour faire des cours de SVT globalement. Hein. Ils y vont pour faire des expériences scientifiques et tout ce qu'on leur dit c'est « joue pas avec les pipettes Dimitri, ça va flinguer le système central ». Donc non, fais pas ça. Et notamment l'espace... Enfin, on essaye de le modifier, on essaie de faire en sorte que l'espace, ça soit un rêve commun en ce moment. Ça fait partie de ces grandes utopies qui sont portées par des grands patrons de droite. Et notamment, vous avez sûrement vu ces derniers mois, Jeff Bezos, qui a décidé d'envoyer 8 femmes dans l'espace pendant 8 minutes. Bon, déjà, clairement, c'est un homme hétérosexuel. Ça aurait été une femme lesbienne, elle les aurait envoyées en l'air pendant 1h30. Et
Et surtout, il y a eu une volonté là-dedans de dire, bah voilà, l'espace, ça peut aussi être une utopie féministe. Et moi, ça m'a rendu très triste ce moment, pas tant sur la question du féminisme, mais plutôt parce que dans ces femmes qui ont été envoyées dans l'espace, il y a eu Katy Perry. Et Katy Perry, avec elle, elle a emmené une fleur. Et ça veut dire que la fleur, elle est morte à partir du moment où on l'a détachée du sol. Je vais vous mise en situation, je vais vous faire la fleur, vous allez voir ce que ça donne. Il y a une fleur qui était dans un champ, tranquille, et subitement elle a fait « Ah, 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 oh mon Dieu, c'est Katy Perry, je suis méga fan, oh putain, je suis dans l'espace !» C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse ce moment, d'autant plus que le vaisseau de Jeff Bezos s'appelle Blue Origin. Ça veut dire qu'avec son gros vaisseau, il dit on va essayer de retrouver l'origine de la planète Terre. Le gars quitte la Terre pour retrouver la Terre. Jeff Bezos, c'est le genre de gars, il te dit je pense qu'on est un peu en train de se perdre dans ce couple. Je vais sucer le facteur, je reviens. Voilà. Ou alors, il n'a toujours pas compris, et pour lui, il pense que l'origine de la vie, c'est le liquide bleu des pubs pour les règles. Je ne suis pas encore sûr de ça. Je me suis un peu renseigné sur les expériences qui ont lieu dans la Station Spatiale Internationale. Et il y a une expérience que j'ai adorée. C'est une expérience qui s'appelle Castor de l'espace. C'est la fin de mon sketch, merci beaucoup. Non, Castor de l'espace, je trouve ça formidable. Castor de l'espace, il y a des scientifiques qui ont pris des photos de l'espace et qui ont essayé de savoir où étaient situés les barrages sur la Terre. J'étais là en mode, waouh, c'est fou! Il y a vraiment des scientifiques qui sont payés très cher pour faire un travail qu'on pourrait faire sur Terre. Et c'est vrai que ça m'intéresse vachement la question des castors. Moi, j'aime bien les castors, je trouve ça rigolo. Parce que les castors, moi, je suis architecte de formation, donc on m'a beaucoup dit, bah tiens, t'es un castor. Puis je suis de gauche, donc on m'a beaucoup demandé de faire barrage, globalement. Et il y a plein de mythes sur les castors dans les films. Par exemple, on pense que les castors fabriquent leur logement en tapant avec leur queue. C'est faux, il n'y a que Gérald Darmanin qui résout des problèmes de logement avec sa queue. Les castors, ils font ça avec leurs petites mains, globalement. Et les castors, ils décident il n'y a que les castors qui s'occupent autant de leur habitat avec les humains. Voilà, c'est les seuls mammifères qui font ça. Et les castors, ils n'ont pas besoin de gagner 4 fois et demi le montant du loyer. Non, mais vous comprenez, c'est la procédure, on a eu des problèmes avant, ta gueule, globalement. Voilà. Non, le castor, il remonte ses manches, il détourne une putain de rivière, il fait un tas avec sa propre merde et il habite là. Je suis fan du castor, je trouve ça formidable les castors. Et le castor, ça a donné son nom à un mouvement en France dans les années 40 qui s'appelle le mouvement des castors. Des gens qui ont fait à peu près la même chose, qui ont décidé de détourner la rivière, chier à un endroit et dire on habite là. Bon, alors c'est pas des gens à Rennes, hein, c'est des gens partout en France. On est dans les années 40 et il y a une grosse crise du logement à ce moment-là. Pour vous dire l'état de la crise du logement aujourd'hui, 24% des ménages détiennent 68% du parc locatif. À l'époque, 68% du parc locatif existe et c'est déjà pas mal, globalement. Et il y a des groupements d'ouvriers qui s'unissent pour acheter des terrains et pour construire parce que globalement, il y a un gros problème de logement et ils ont vu que le fer de lance du mouvement social sur le logement, c'est l'abbé Pierre. Et ils ont dit merci, mais non merci. Voilà, globalement. En fait, c'est un mouvement catholique de gauche. Oui, ça existe. Et en gros, le principe des mouvements castors, c'est que c'est des gens qui se mettent ensemble pour acheter un grand terrain et ils font valoir ce qu'on appelle l'apport travail. En gros, ils n'ont pas d'argent à apporter dans leur prêt, mais ils ont énormément de temps. Chaque castor fait 650 heures de travail pour construire les maisons de tout le monde. C'est l'équivalent d'un gros stage de 3e, globalement. En fait, ils ont vraiment pris la phrase « le temps, c'est de l'argent » et ils ont dit « très bien, et ben voici du temps ». Et c'est très rigolo parce qu'en fait, les castors, ils construisent les maisons de tout le monde et à la fin, ils tirent au sort qui a quelle maison. C'est-à-dire que tu peux passer 2 ans et demi, les pieds dans la merde, à construire une maison et à la fin, tu habites à côté de Gérard qui fait des barbecues tout l'été pour envoyer des selfies à Sandrine Rousseau. Dramatique comme ambiance. Et c'est un mouvement qui s'arrête à peu près dans les années 50-55 au moment où on lance les grands ensembles. Mais c'est un mouvement qui a créé énormément de communs. Alors, ce n'est pas un mouvement à glorifier. Hein. C'est des gens qui étaient dans la merde, qui n'avaient pas d'argent, l'État faisait rien. Et ils ont décidé de s'en sortir un peu comme ils pouvaient. Mais c'est un mouvement qui est hyper intéressant. C'est un mouvement qui aussi s'est un peu perdu parce que c'était des mouvements très communautaires à une époque où on revient de plus en plus vers l'individuel. Aujourd'hui, on parle de maisons individuelles, de voitures individuelles, de piscines individuelles, de portions individuelles de fromage. Qui fait ça? On achète un camembert en entier et on le coupe, s'il vous plaît. Mais voilà, je ne cherche pas à idéaliser ce moment-là. Mais surtout, je fais ça parce que moi, j'ai grandi petit avec la vision des dinosaures et les dinosaures, ils sont tous morts. Et je pense pas que les dinosaures, ils ont essayé de s'en sortir collectivement. Je pense que les dinosaures, ils auraient pu faire une manif, au moins, contre la météorite. Ça aurait rien fait, mais ils auraient été ensemble. Merci beaucoup de m'avoir écouté, vous étiez très chouettes.
contes, des récits, des utopies, des post-utopies dont on parle depuis presque 1 heure maintenant. Il semble évident que dans tous les cas, ce sont des terrains sur lesquels il faut s'aventurer ensemble. Pour construire demain, affranchissons-nous de la vision du héros solo pour ne pas répliquer les délires libéraux et appuyons-nous sur le commun pour faire nos révolutions par les récits. Si on est à l'aube d'une révolte, laissez-moi vous dire que j'ai la personne qu'il nous faut. Louise a 2 passions dans la vie, les histoires et la révolution. Elle est ta copine féministe qui met l'ambiance à coups de punchline pailleté, meuf badass avec une clairvoyance sans pareille sur la société. C'est assurément de tes potes la plus stylée. Mes demoiselles, mes damoiseaux, mes demoiselles et mes demi-ciels. Quand l'Empire attaque, Louise contre-attaque. Bonsoir, bonsoir, vous allez bien? Oui, moi aussi, je suis un petit peu stressée. Vous êtes stressée? Eh non, parce qu'il n'y a aucune raison à cela. Bon, quand Jacob m'a donné le thème post-utopie, j'étais en mode oh là 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 là, ça à coup sûr c'est un Pokémon de type feu et j'ai pas révisé. Terrible. Ou alors est-ce que j'ai mal entendu? Est-ce que c'est poussitopie? Une utopie dans laquelle les femmes auraient le pouvoir, je sais pas, ce serait génial. Mais non, c'est aucune de ces 2 choses, c'est juste le nom un peu énigmatique d'un spectacle de stand-up de gauche bizarre. Donc on part là-dessus. Non, qu'est-ce que c'est une post-utopie? C'est la contraction des mots possible et utopie, donc une utopie possible. Plus précisément, c'est une amélioration par rapport à la réalité actuelle, réalisable de manière réaliste. C'est pas une définition à ce stade, c'est une allitération. Et moi, j'ai fait bac S, donc je suis perdue. J'ai eu du mal un peu à définir ce que c'était, donc j'ai commencé par définir ce que ça n'était pas. Qu'est-ce qui n'est pas une amélioration réaliste, là, actuellement? Bon, la paix dans le monde, la barre est trop haute. Passer devant un subway sans dire « ça sent le subway ». Mettre tout le monde d'accord sur les règles du Uno. Évidemment qu'on peut mettre un +4 sur un +2, vraiment, c'est la guerre. Et dernièrement, penser à aller faire pipi avant le spectacle. Voilà. Ça, c'est une amélioration pas réaliste. Donc si je me dandine, pas de panique, c'est lié à ça. Je trouve que la définition, elle est très pragmatique de post-utopie. Une amélioration réaliste, réalisable. Là où l'utopie donne davantage à rêver, j'ai l'impression qu'une utopie, c'est dire à un enfant, le Père Noël existe. Et une post-utopie, c'est donner à cet enfant un magazine Jouet Club en lui disant de corner les pages qui l'intéressent. Et donc à la fin, forcément, lui, il a corné une dizaine de pages avec des robots, des voitures qui volent ou un kit d'alchimiste super perfectionné. Et à Noël, il reçoit 2 paires de chaussettes et un carnet avec marqué Dream Big. Voilà, c'est ça. Après, c'est une amélioration de la situation actuelle. Il avait froid aux pieds, il a des chaussettes, il avait besoin d'un psy, il a un journal intime. Voilà, c'est économique, efficace, on adore. Non, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir. C'est une bonne idée. Oui, des gens y ont réfléchi à ça, mais je trouve que la post-utopie c'est pratique parce que ça permet de pas tout de suite aller vers quelque chose qui de toute façon est un peu un idéal compliqué à mettre en commun pour tout le monde. On ne pourra pas mettre tout le monde d'accord sur ce qu'est une utopie, parce qu'un monde meilleur c'est pas pareil pour moi que pour toi Par exemple, à titre personnel, je trouve qu'un monde meilleur ce serait un monde avec davantage de solidarité, d'égalité, de justice sociale. Alors que pour d'autres personnes, un monde meilleur, c'est un monde où tu peux fermer tes volets à distance avec ta montre connectée. Donc forcément, c'est compliqué de se mettre d'accord sur ces choses-là. Donc quitte à pas être d'accord sur le projet final, peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur des étapes intermédiaires, sur les chapitres qui constituent le récit. Et je pense qu'une post-utopie, c'est ça. C'est les étapes intermédiaires, c'est les chapitres. Par exemple, en ce moment, la ville de Lyon coche quelques étapes intermédiaires pour améliorer la vie, c'est-à-dire qu'elle met des drapeaux arc-en-ciel sur la mairie et qu'elle construit des pistes cyclables. Voilà, c'est super, c'est des petites étapes intermédiaires. On fait avancer le monde, on améliore le monde, mais doucement, avec des tout petits coups de pédale, d'accord? Merci Jacob. Je suis très fière de cette blague. Mais les tout petits coups de pédale, parfois ça suffit pas. Parfois, il faut changer de plateau, changer de braquet, aller un petit peu plus vite. Et ça, c'est possible uniquement si on se mobilise tous et toutes ensemble. La mobilisation collective, ça crée plein de trucs chouettes et qui sont plus significatifs. Par exemple, il y a une quinzaine de jours, on a obtenu 1 million de signatures pour une pétition qui vise à interdire les thérapies de conversion. Tout le monde a vu cette info? Oui, ok. Les thérapies de conversion, c'est les thérapies qui visent à transformer les gens homosexuels en gens hétérosexuels. Donc des gens qui s'habillent mal, quoi. Mais bon, on fait avec. Tout le monde n'a pas du goût, c'est pas grave. Et déjà, j'aimerais m'arrêter une seconde sur ce principe, les thérapies de conversion. Ça me questionne beaucoup. Quand bien même on pourrait imaginer
que philosophiquement ou physiquement ce soit possible de changer l'orientation sexuelle de quelqu'un, ma question est comment? Vous avez 4 heures. Il me reste 10 minutes de sketch, donc c'est bon. Non, je veux dire, comment tu transformes une femme lesbienne en femme hétéro, par exemple? Je veux dire, à la limite, tu lui montres en boucle la pub de Bad Bunny en Calvin Klein, éventuellement. Voilà, je veux dire, même moi, je l'ai regardé, je me suis posé des questions, donc peut-être que ça peut marcher. Je ne sais pas comment est-ce qu'on ferait ça. Surtout que pour convertir quelqu'un, tu vois, dans le terme conversion, c'est un peu comme quand tu essayes de convaincre, donc il faut quand même avoir une proposition alléchante. Est-ce que l'hétérosexualité est alléchante en ce moment? J'ai un petit doute. Il y a les queers qui rigolent et les femmes malheureuses en couple qui rigolent, donc vraiment, genre, questionnez-vous. Même, voilà, alors je parle même pas de l'actualité parce que ce serait trop simple de parler de tous les féminicides et toutes les violences sexuelles et sexistes, mais même dans la pop culture, toutes les représentations de couples hétéros sont assez empreintes de violence, enfin, je sais pas, 50 Shades of Grey, les choses comme ça. Je veux dire, actuellement, dans la pop culture, le seul couple hétéro qui a l'air à peu près stable, c'est Bernard et Bianca. Donc voilà, hein. Ils ont l'air au top, ils sont en polyamour avec Yves Ingrid de la Libellule, ça a l'air super. Mais ça reste quand même des souris, des puces. Je pense qu'on pourrait tendre vers des représentations un peu plus réalistes, justement, de ce que ça pourrait être. Par rapport aux thérapies de conversion, ce qui est curieux, c'est qu'on a obtenu 500 000 signatures sur la dernière semaine avant que la pétition ne se clôture, alors qu'on avait des mois pour la signer. Et ça montre 2 choses. Premièrement, les queers sont toujours en retard, vraiment. Et deuxièmement, ça veut dire qu'en ce moment, on est dans une forme de militantisme d'urgence. Ça s'est vu aussi aux législatives l'année dernière, alors que le fascisme, ça fait quand même à l'ancienne qu'il existe. Mais tout le monde a commencé à tracter pour son député NFP de sa circonscription, alors qu'il y a 2 jours, on ne savait pas ce qu'était une circonscription. Voilà, on a avancé comme ça. Et ça donne lieu du coup à des réjouissances, mais un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que oui, on était contente que la gauche soit en tête, mais 143 sièges du Rassemblement national à l'Assemblée, c'est un petit peu inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a plus de députés RN à l'Assemblée que de sous sur mon compte. Voilà. Ce qui veut dire 2 choses. Premièrement, la France se fascise. Deuxièmement, on ne paye pas assez les intermittents du spectacle. Donc voilà, il faut changer ça. Donc, pas beaucoup de gens solidaires des intermittents du spectacle ici, c'est pas grave. Merci. Non, je pense que c'est important de réussir à se mobiliser beaucoup plus tôt et surtout sur une durée beaucoup plus longue. Je veux dire, c'est comme le dérèglement climatique. Voilà, quand est-ce qu'on va réussir à se réveiller? Au moment où la mer sera déjà à Besançon. Enfin, et là, je sens que certains et certaines d'entre vous ont un doute sur où se trouve Besançon et se demandent si cette blague est pertinente. Spoiler, elle l'est. Donc vraiment, je pense qu'il faut réussir à se mobiliser plus tôt, même si parfois c'est démoralisant parce qu'on fait des choses et on n'est pas vraiment sûr que ça ait un impact. Moi, par exemple, j'ai beaucoup en manifestation, voilà, mais je me demande si ça a vraiment un impact. Je veux dire, les manifs, c'est avant tout une grosse balade. Voilà, c'est une grosse balade. On y va déterminé, mais voilà, beaucoup de détermination, très peu de dénivelé. C'est ça que j'essaie de vous dire. Pourtant, voilà, moi, je suis très équipée quand j'y vais. Lunettes de piscine, masque, canouche de 8-6, évidemment. On ne perd pas de vue les priorités, mais on se demande si ça a un impact, quoi. Je trouve ça un peu compliqué. Et c'est important, je pense, de continuer à se mobiliser quoi qu'il arrive, mais peut-être de faire rentrer plus de choses dans les post-utopies, au lieu de faire rentrer toujours plus en plus de choses dans les utopies, parce que utopie, par définition, c'est inatteignable. Par exemple, il y a quelques années, on pensait que c'était encore possible de finir les travaux à la gare Pardieu. Bon, c'est devenu une utopie, pas grave. On va faire avec. Mais il y a d'autres choses plus graves qu'on fait rentrer dans les utopies et je trouve pas ça OK. Par exemple, pour moi, ça devrait pas être une utopie d'interdire les thérapies de conversion. Ça devrait pas être une utopie de loger tout le monde dignement. Ça devrait pas être une utopie d'arrêter un génocide en cours. Je pense qu'il va falloir vraiment retravailler nos post-utopies, sinon ça va devenir des beauf-utopies. Pokémon de type « né », voilà. Un peu la flemme de ça, et je pense qu'on est tous et toutes capables de corner davantage de pages dans le magazine Jouet Club. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Bien. Eh bien, nous arrivons au terme de ce voyage. J'aime bien votre spontanéité. Je dirais que pour finir ce voyage dans les récits, nous aimerions vous proposer de nouveau un peu de poésie. Les sujets que nous avons abordés sont parfois lourds, durs, complexes. Et clairement, on ne va pas changer le monde en une après-midi. Mais il faut aussi savoir garder de la joie, trouver un bonheur dans la lutte, être fier d'avancer. Aujourd'hui, artistes touche à tout, auteurs, compositeurs, interprètes et comédiens d'improvisation, Chaff a décidé qu'il n'allait pas vivre sans essayer.
Son leitmotiv est simple, explorer, créer, partager afin de transmettre des émotions et inspirer. Pour avancer, s'il y a une chose dont je suis sûre maintenant, c'est qu'il faut garder espoir, essayer, se réinventer, se tromper, faire de son mieux, mais porter sa fierté en étendard. J'ai comme une envie de fête. Alors pour clôturer, célébrons ensemble une dernière fois avec Chaf. Les subsistances, vous êtes encore là ou pas? C'est comme tout à l'heure. Hein. Vous n'étiez pas au top. Moi, perso, j'ai prévu de tout donner. Donc, c'est du donnant-donnant. Les subsistances, est-ce que vous êtes encore là ou pas? Bon, c'est mieux. D'ailleurs, je me permets, si on peut prendre juste 10 secondes pour saluer très chaleureusement tous ceux à l'initiative de cette journée. Si on peut les applaudir, s'il vous plaît. Tous ceux à l'initiative de cet événement. Ainsi que nos participants. J'ai pris tout à l'heure le pari d'essayer de vous émouvoir. Est-ce que ça a marché? Ça va? Merci. Je vais prendre celui essayer de vous faire bouger, allez, minimum la tête, les pieds. On verra, j'espère que ça va marcher. Le morceau qui va suivre s'intitule « Hisser les drapeaux ». C'est un morceau qui avait été composé à l'origine pour une manifestation. C'était un tournoi caritatif où il y avait des pays francophones, notamment africains, qui étaient prévus. Il y avait des ventes de maillots, tout un tas de choses. Et c'était l'occasion de pouvoir faire ce morceau qui avait vraiment trouvé tout son sens lors de cet événement. Et finalement, si on voit un peu plus loin, on s'est dit que au-delà de représenter son pays, hisser les drapeaux, ça veut dire tout un tas de choses. C'est le fait de célébrer finalement nos différences, mais avec une manière qui nous rassemble tous. Donc le morceau s'intitule « Hisser les drapeaux », s'il vous plaît. Bleu, blanc, rouge, jaune, vert, croissant, étoile, c'est jour de fête, même si l'avenir est incertain. Relevez la tête, écris ton destin, le reste en s'empête. Chef de luxe. Comme l'a dit maman, t'es ici chez toi. Mais mon fils n'oublie jamais qu'au fond, on vient de là-bas. On vient de loin, on a souffert, on a fait du chemin. Représente les tiens, surtout reste fier, le reste est dans tes mains. Retiens le refrain, hisser les drapeaux. Aujourd'hui c'est la fête, l'histoire n'est plus un fardeau. Hissez-les bien haut, hissez les drapeaux. Faire de nos couleurs et celles qu'on a sur la peau. Hissez-les bien haut, toujours guidé par l'espoir. Comme ça que c'est écrit l'histoire. Tes larmes ont coulé, n'est-ce pas? Aujourd'hui vise la victoire. C'est jour de match, c'est jour de mariage. Même dans le stade ou dans la gova, seul dans ta chambre ou sur les champs. Tous frères et sœurs, on reprend le même chant. Hissez les drapeaux. Aujourd'hui c'est la fête, l'histoire n'est plus un fardeau. Hissez-les bien haut, hissez les drapeaux. Faire de nos couleurs et celles qu'on a sur la peau. Hissez-les bien haut, Ils ont voulu nous dénigrer, nous léser, nous diviser. Fils d'immigrés décolonisés, mauvais rôle dans journaux télévisés. Toujours les notices seront visés, ou par la police brutalisée. Pas le temps pour se laisser victimiser. Si t'as le bon héros, t'as qu'à le refuser. Il est temps de s'unir, fini le temps, on baissait la tête, on se contentait de subir. Comme les cicatrices, l'histoire les émarque, ne doit plus faire souffrir. Fier du passé, mais sans ressasser des mauvais souvenirs. On garde le sourire, toujours guidé par l'espoir. Comme ça que c'est écrit l'histoire. Tes larmes ont coulé, n'est-ce pas? Aujourd'hui vise la victoire. C'est jour de match, c'est jour de mariage. Même dans le stade ou dans la gova, seul dans ta chambre ou sur les champs. Tous frères et sœurs, on reprend le même chant. Hissez les drapeaux. Aujourd'hui c'est la fête, l'histoire n'est plus un fardeau. Hissez-les bien haut, hissez les drapeaux. Fier de nos couleurs et celles qu'on a sur la peau. Hissez-les bien haut, hissez les drapeaux. Aujourd'hui c'est la fête, l'histoire n'est plus un fardeau. Hissez-les bien haut, hissez les drapeaux. Fier de nos couleurs et celles qu'on a sur la peau. Hissez-les bien haut, hissez les drapeaux. Sénégal, Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, Niger, Guinée, Centrafrique, Tchad, Djibouti, Mauritanie, Togo, Bénin, Gabon, Burkina, Congo, Mada, Tunisie, Maroc, Algérie, Comores,
Comment il y a. Merci les subsistances. Mesdames et messieurs, toutes les personnes en dehors, s'il vous plaît, du bruit pour Chaf, du bruit pour Audrey, du bruit pour Louise, du bruit pour Bamba et surtout une ovation, que dis-je, un tonnerre d'applaudissements pour la petite voix Mina Violette, s'il vous plaît. Et Jacob! Et ben voilà, c'est fini. Quand on fait des feux au lac, on n'essaie jamais d'apporter de conclusion à la fin, pour la simple et bonne raison que on est des saltimbanques, déjà, pour commencer. Surtout parce qu'en fait, le principe du feu au lac, c'est d'ouvrir des possibles, d'essayer d'ouvrir des portes, de créer des points de vue, de les croiser, mais surtout pas de vous dire quoi penser derrière. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte qu'on passe un moment ensemble, qu'on apprenne des choses, qu'on ait des émotions ensemble. J'espère que ça a marché pour vous. Vous avez passé un bon moment? Même Dieu a fait oui, globalement. Hein. Formidable. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était très chouette. J'aimerais aussi qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour la métropole qui a permis de faire en sorte que ce spectacle ait lieu. Merci beaucoup. J'aimerais aussi un remerciement très chaleureux à Radio Anthropocène et Florian, qui est en régie et qui a fait en sorte que le spectacle existe aussi. Merci beaucoup à lui. Et Mathieu aussi également, qui était au son. Merci beaucoup Mathieu. On va faire un petit truc très simple avant d'annoncer la fin de ce spectacle. Vu que c'est un plateau de stand-up, nous sommes des crevards. Vous allez nous suivre sur Insta. Voilà, tout simplement, c'est le moment où on vous propose de sortir vos téléphones, si jamais vous en avez encore, ou alors vous êtes trop de gauche, mais vous avez encore des téléphones, je le sais. En fait, nous sommes toutes et tous des artistes ou des gens qui intervenons dans des cadres différents. Nous avons des réseaux sociaux, des newsletters, des boîtes postales, que sais-je. Chacune a une petite promo à faire. C'est l'attention qu'on vous demande à la fin. Si jamais vous voulez nous soutenir. Voilà, je vais passer le micro et chacune va faire sa promo rapidement. Je vous demande de commencer par faire du bruit, s'il vous plaît, pour Bamba. J'en ai un déjà. Salut! Vous vous rappelez, c'était moi le négro il y a 2 heures. Salut! Écoutez, c'était un plaisir de jouer devant vous. Si ça vous a plu, venez voir mes spectacles, ils sont géniaux. Sans déconner. Hein. Moi, mon spectacle s'appelle Mauvais Coton. Il est incroyable. C'est l'un des 4 meilleurs spectacles de l'année. Ok. Ma mère en a vu que 4, mais elle a vraiment kiffé. Voilà. Venez voir Mauvais Coton. D'autant plus que cet été, ici même, il y aura le Stup Festival. Dans 1 mois pile, le 5 juillet, il y aura le Stup Festival ici même. C'est un gros festival de stand-up avec plein d'artistes qui y participent. Et on jouera sur cette scène ici même avec des gens là, mais avec des gens ici, là-bas et là. Il y aura des gens partout et peut-être des gens sur scène aussi. Allez, et venez voir, franchement ça va être incroyable, je vais vous distribuer des flyers si vous voulez, ou vous viendrez les chercher là, ou, enfin faites ce que vous voulez, c'est ça, les petits flyers sont trop mignons, derrière vous avez le QR code avec toutes les infos et tout, et si vous voulez me suivre sur Insta c'est juste Bamba, voilà, je joue plein de spectacles, juste Bamba, J-U-S-T-E-B-M-B, il faut écrire juste, et après c'est Bamba comme un crocodile, c'est normal, merci infiniment, merci beaucoup. Et puis ensuite, c'est Audrey ensuite. Ben moi, j'ai amené des livres. Merci de prendre soin de mon dos. J'aimerais ne pas les ramener chez moi. Voilà, j'ai la communauté L'Utopia, également mon premier livre que j'ai écrit, qui est un livre technique sur les habitats participatifs, qui s'appelle Les clés de l'habitat participatif. Voilà, si vous voulez construire un collectif, il paraît que ça marche bien. C'est la 3e édition, donc a priori, il donne de bons conseils. Et du coup, j'accompagne les collectifs. Je donne également des formations. Vous trouvez tout sur mon site internet audreyjiquel.fr et sinon Facebook, Insta, YouTube aussi, voilà. Louise. Moi, je joue du stand-up sur Lyon et j'en organise aussi avec Jacob notamment et d'autres copains. Et je serai là au Stup Festival également le 5 juillet ici, sachant que le 5 juillet c'est mon anniversaire. Donc venez juste pour ça et parce que je travaille le jour de mon anniversaire, c'est quand même terrible. Hein. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Louise-contre-attaque. C'est comme Louise Attaque, mais avec moins d'hommes sur scène, c'est pareil. Voilà, si vous avez aimé ce que j'ai fait, n'hésitez pas à me suivre. Si vous n'avez pas aimé, hésitez. Et du bruit pour Chaf, s'il vous plaît. Encore une fois, merci pour votre accueil. C'était un plaisir d'être là. Au niveau actu, j'ai de la chance d'avoir pu sortir deux titres. Un il y a 3 semaines et un autre il y a 2 semaines, dont un qui passe sur Fun Radio, s'il vous plaît. Arrêtez, je vais rougir.
Trouvable donc sur les différentes plateformes de streaming, de téléchargement, avec mon nom tout simplement, Chaf, CHA2F, un morceau qui s'appelle Je pense à vous, c'est celui qui est en rotation sur la radio nationale, avec mon ami Doudson, et un autre qui s'appelle Sors de mes pensées, en featuring également avec Sacha Ryan. Et pour les réseaux, à votre convenance, messieurs, dames, c'est ha2f.art, notamment sur Instagram. Et prenez soin de vous et rentrez bien. Et encore une fois, merci pour votre accueil. Eh bien bonjour, en dehors de la petite voix, je suis aussi comédienne. Je donne des ateliers, des formations et je fais des spectacles à caractère drôlistique. Je serais ravie de vous retrouver dans la salle s'il y a besoin, et s'il y a envie. Oula, s'il y a besoin. Il y a toujours besoin, hein, globalement. Rappelez-vous aussi que la culture est fondamentale et que des spectacles comme aujourd'hui peuvent exister parce qu'il y a des subventions et que s'il n'y a plus de subventions, nous n'existons plus. Et si nous n'existons plus, beaucoup de choses n'existeront plus. Donc pensez aussi à la culture et à toutes les luttes que nous avons à mener de front en même temps, on le sait. Si vous voulez me retrouver, je suis Mina Violette, MI2NA_Violette. Merci beaucoup. Et moi, si vous me cherchez sur les réseaux, c'est Kobgif, KOB.GIF. KOB.GIF. Inversez pas les lettres, sinon ça fait Gobkif, c'est mon OnlyFans, c'est très différent. Je suis aussi libraire dans la vie et du coup j'ai fait une petite sélection de bouquins pour sortir de ce moment. Si jamais vous êtes intéressé par des récits de science-fiction qui ne sont pas, ou des récits de fiction qui ne sont pas dystopiques. J'ai fait une petite sélection qu'on a un peu accumulé pour construire ce spectacle, notamment Tabor, qui est un très bon bouquin, ou sur les utopies socialistes. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous partager ces bouquins-là ensuite. Moi, je fais du stand-up aussi sur Lyon, beaucoup. Je co-organise avec Louise et un autre pote, et puis avec Bamba, et puis avec plein d'autres copains et copines. Donc voilà, si jamais vous voulez voir du stand-up, il y en a un peu partout, tout le temps. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et voilà, merci beaucoup, vous avez été super. Vous pouvez vous applaudir. Merci. Et dernière petite chose, parce que nous sommes dans un esprit de communauté et que vous êtes toutes et tous des gens de gauche, si jamais vous ne le faites pas, vous êtes d'extrême droite, sachez-le. Je vais vous demander à toutes et tous de plier la chaise sur laquelle vous êtes et de la mettre contre le mur qui est là-bas. Parce que sinon, il y a des gens qui vont bosser jusqu'à 23h30 et ça sera triste. Merci beaucoup. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.